Bonjour chers téléspectateurs de Congo Média Libre 13 et bienvenue dans votre magazine Libre Opinion qui vous aborde les actualités de l'heure. Mais aussi, vous devez vous en tenir déjà avec cette polémique qui a élu domicile dans les salons politiques, mais aussi, pourquoi pas, dans vos salons à vous, quant aux achats des DIP aux députés nationaux, mais aussi, est-ce que c'est le président de la République qui dote par sa bonne volonté ou encore son bon gré? Et est-ce que c'est les députés nationaux eux-mêmes qui ont sollicité les crédits pour les avoir? Eh bien, les réponses, nous les aurons tout au long de cette émission. Mais aussi au menu, nous avons la loi Lutundula qui est toujours en train de produire des effets dans tous les bords. Hier, les jeunes de la Mouka ont manifesté. Ils sont allés même déposer tout un mémo auprès de l'abbé Donatien Chollet, le secrétaire de la Senko, pour faire valoir les revendications car ils ne sont pas d'accord. Mais aussi la Senko n'est pas aussi d'accord de cette loi car ils ont formulé les reformulations. Entre autres, ils ont demandé au Parlement congolais de pouvoir voter des lois responsables et surtout, en rapport avec la loi électorale, il ne faut pas nous proposer des lois qui sont à même déjà de semer des troubles pour 2023. Alors, je m'en vais vous présenter déjà mes invités de ce midi. Monsieur Patrick Lokala, c'est déjà un habitué des Libre Opinion. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, cher Nonon Kourou. Si tu m'appelles Patrick Lokala, ça ne me dérange pas. D'accord, Patrick J'ai comme l'impression que monsieur a alourdi un peu les choses. Appelez-moi Patrick Lokala. Bien évidemment, ça ne dérange pas. Vous aimez bien vous mettre à ma gauche. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est ça, c'est tout un temple. J'appelle ça une extension de mon temple de réflexion. J'ai un temple de réflexion à la maison et j'ai une extension ici à Semel. D'accord, donc ici. Désormais, c'est réservé pour monsieur Patrick Lokala. C'est mon poste habituel. Merci beaucoup. Alors, pour la toute première fois, je reçois pour vous monsieur François Lokola. Monsieur François, bonjour. Bonjour, monsieur Nonon. C'est pour votre première participation à Libre Opinion. Quelles sont vos impressions? Exactement, je suis très heureux de participer à cette émission de réflexion. Une émission qui donne les éléments d'analyse à nos dirigeants afin qu'ils puissent changer les choses. Je suis très heureux, je trouve que c'est très bon. C'est très bon, voilà. Alors, la ville de Kinshasa ce matin a connu des sérieux problèmes d'embouteillage. Moi, j'ai mis 2 heures pratiquement pour arriver dans mon lieu de travail. C'était pas facile. Alors, tout est parti avec l'arrêté de Gentini Ngobila prise lundi. Alors, c'était pas facile pratiquement. Il y a eu hausse de prix, il y a eu des demi-terrains, les gens dénoncent, les gens sont quasi remplis dans des arrêts de bus, ils ne savent pas se rendre dans leur lieu de travail, alors c'est compliqué. Je commence avec M. Patrick Lokala. Alors, vous êtes d'accord avec l'arrêté du gouverneur, en même temps la difficulté des transports à Kinshasa, vous aussi, vous êtes habitant de cette ville. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens possibles pour envisager enfin de pouvoir trouver de bonnes solutions pour permettre aux Kinois de circuler librement? Merci beaucoup, Nonon Kourou, pour cette question. Vous savez, Gentini Ngobila, comme nous l'avons dit hier, avait pris un arrêté pour édicter les mesures barrières, renforcer d'ailleurs les mesures barrières ainsi que les sanctions qui vont avec au cas où certains de nos concitoyens s'illustrent dans le non-respect de ces décisions. Et les constats faits aujourd'hui sur terrain démontrent qu'il y a une situation très très délicate des transports parce qu'on a réduit, comme vous le savez, comme nous le savons tous, le nombre de passagers à bord de taxis, à bord de bus, de transports en commun, à 50%. À bord de motos, à bord de ces Peugeot 3 pneus. La conséquence la plus immédiate, c'est que il y a le nombre de véhicules est très réduit par rapport au nombre de passagers. Donc, il y a là la loi de l'offre et de la demande. L'offre est devenue très petite et la demande a augmenté. La conséquence la plus immédiate de ces principes, c'est qu'il y a hausse de prix et les chauffeurs qui veulent à tout prix rentabiliser des fonds et les clients qui, à leur tour aussi, veulent à tout prix arriver à temps, ce qui fait que ceux qui ont beaucoup plus de moyens préfèrent se précipiter dans les transports qu'on a augmenté le prix et les concitoyens qui n'ont pas assez d'argent préfèrent attendre. La conséquence la plus immédiate, c'est au niveau social. On a nettement modifié de manière automatique la vie sociale et
il y a une conséquence sur le pouvoir d'achat des Congolais. Déjà, le pouvoir d'achat des Congolais est très faible, mais lorsque le moyen de transport devient un luxe, c'est-à-dire le prix a augmenté, ça crée un déséquilibre et la conséquence, c'est qu'il y a une souffrance énorme. Moi, pour quitter de chez moi, arriver à mon poste de travail, aujourd'hui, j'ai pratiquement passé 3h30. Si pour moi, je suppose que je suis un peu plus proche de la ville, j'arrive à 2h30 de retard à Fossiorine pour nos amis qui habiteraient Mongafula, Cité Maman Mobutu, Kingasani, la situation doit être très très complexe. En dépit de cela, il faut ajouter cette histoire de sanctions. Tout à l'heure, quand on échangeait avec vous dans le préparatif de cette émission, nous étions en train de nous interroger sur la destination que prendront les fonds qui seront collectés à partir des sanctions. Bien évidemment, parlant de ces fonds, vous savez, hier, le général Silvano Kasongo a échangé avec les directeurs généraux de la DGRK pour envisager une possibilité de pouvoir placer les agents de la DGRK pratiquement dans tous les postes de police pour percevoir les fonds qui seront perçus. Passez-moi la tautologie. Je crois que cette fois-ci, on ne va plus déplorer que les policiers ont mis de l'argent dans des poches et l'argent sera canalisé. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que lorsqu'on place les quelques agents de la DGRK, comme vous le dites, dans certains endroits stratégiques, ce n'est pas tout Kinshasa qu'on va couvrir. Et il ne reste qu'à voir si réellement ces agents feront leur travail. Mais je crois que le travail n'est pas seulement à le faire à ce niveau-là, c'est aussi le faire au niveau de la moralisation de troupes. Vous savez, la plupart de nos policiers sont d'une éducation assez douteuse, ce qui fait que lorsqu'ils sanctionnent les contrevenants par rapport à l'application de mesures de barrière, ce sont eux-mêmes qui devraient en principe aller verser cet argent au niveau du compte de la DGRK ou auprès d'un agent de la DGRK. Mais c'est triste et je le sais très bien, je le dis sans la crainte d'être contredit, que les policiers qui seront en face des gens qui ne respecteront pas les mesures barrières et que par malheur il n'y a pas un agent à côté, l'argent qui sera perçu n'ira pas au niveau de la DGRK, mais cet argent ira dans le poche des individus. Donc la sensibilisation est aussi importante et elle devrait être faite sur les agents de la police, mais aussi sur notre population. Je ne trouve pas très solide la communication des autorités par rapport à la sensibilisation. Parce que l'importance n'est pas seulement de sanctionner, mais l'importance est de faire adhérer la population à cette décision pour qu'elle l'applique. Parce que si elle applique cette décision, il y aura des résultats efficaces. Et lorsqu'il y a des résultats efficaces, on va tout simplement assister à la baisse de la contamination avec des conséquences qui s'en suivent telles que l'assouplissement de mesures. Mais si on ne le fait pas, si on n'attaque pas cette problématique dans tous les aspects, je suis convaincu qu'on va faire du surplace. Merci beaucoup. Vous êtes personnellement convaincu, c'est très bien. Mais aussi, vous qui nous suivez à partir de la maison, vous avez intérêt surtout à ne pas vous livrer dans ce genre de pièges parce que vous pouvez les éviter tout en portant votre masque normalement, mais aussi à éviter à rester sur les rues de Kinshasa au-delà de 22 heures pour ne pas tomber sous le coup des amendes. Ce ne serait pas une bonne chose. On peut éviter tout cela. C'est question de discipline et d'organisation. Merci. Alors, Monsieur François Lokola, vous êtes en bonne santé. À vous voir, on dirait que vous habitez la Gombe. Est-ce que les embouteillages à Kinshasa vous concernent? Et surtout que, soyez patient, et surtout que le gouverneur de la ville a pris les mesures de renforcement des mesures barrières, surtout pour combattre le coronavirus, parce qu'à la fois c'est coronavirus, la coronavirus, on ne sait plus quel article s'en tenir. Alors, les Congolais se demandent et se posent des questions. Est-ce qu'ils ont tenu compte exactement des difficultés de transport? Les Kinois, ils quittent leur maison. Par exemple, moi qui viens de la Tchangou, c'est pas facile pour moi d'arriver ici. Il faut quitter pratiquement les lits à 4 heures. Comment ça se passe déjà chez vous? Merci beaucoup, M. Nonon. Malheureusement pour moi, je n'habite pas la Gombe. J'habite la banlieue de la ville. Notamment la Tchangou. Je suis parmi les victimes pas seulement de cette mesure, mais victime
des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Quittant le matin de chez moi, je suis sorti sur le boulevard Lumumba. J'ai failli rentrer vite à la maison parce que je pensais que c'était une guerre. C'était pas facile. Au regard de la foule vraiment qui quittait Kingasani vers la ville. Et je me suis demandé si c'était une grève. Je ne sais pas si c'était le début de pèlerinage de ce que font les musulmans dans différents pays musulmans. Mais cela n'est pas le problème. Nous sommes pendant une période d'une épidémie qui pratiquement a embrassé le monde entier. Et nous, à Taketa, nous faisons partie de la mondialisation. Ça veut dire lorsque une pandémie qui a une difficulté d'être endiguée à Paris, ici, nous sommes aussi victimes parce qu'à tout moment, nous avons la communication avec les autres pays du monde. Cela étant, au regard de mesures qui ont été prises par le gouverneur de la ville pour faire face à cette pandémie, je pense qu'à ta autorité, avant de prendre certaines mesures, il fallait tenir compte des difficultés et des éléments que nous avons pour vraiment permettre à la population de bien vivre. La conséquence que nous avons aujourd'hui est celle liée à la réduction du nombre de personnes dans le bus, alors que le bus de l'État, le montant des bus que nous avons ne suffit pas. Donc seul les transports ne peut pas contenir. Hein? Jamais. Jamais au regard. C'est comme si vous prenez une cuillère de sel et vous le mettez dans un océan pour attendre que vous aurez une très bonne sauce. Non. Donc, au regard des éléments que nous avons aujourd'hui, il est très important. C'est très bien de lutter contre la pandémie, mais nous demandons au gouverneur de revoir sa décision ou bien permettre aux gens d'avoir les transports comme nous avions auparavant, mais imposer à tout le monde de porter son masque, ça serait une très bonne chose que de dire de réduire au regard. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a plus de 20 millions d'habitants. Si vous regardez, je ne me fie pas aux statistiques qui sont données par certaines personnes, mais en faisant une étude empirique, je trouve que la ville de Kinshasa a plus de 20 millions d'habitants. Merci beaucoup. Ça, c'était juste les biscuits, une petite introduction parce que tous, nous avons connu ces problèmes d'embouteillage. Alors, il n'était pas facile pour nous d'arriver au lieu de travail. Monsieur Patrick Local, vous ne voulez même pas que je vous traite de messieurs parce que vous êtes vraiment élégant. C'est très bien pour nous, ça nous facilite d'ailleurs. Polémique dans l'affaire Dupe. Est-ce que les députés nationaux n'ont-ils pas droit de pouvoir rouler carrosse parce que ce sont aussi des honorables? Oui, je crois que ça ne vaut plus la peine de revenir sur ce que nous avons dit hier. Nous l'avons démontré. Aujourd'hui, les faits d'actualité ont évolué dans la mesure où il y a une réplique, on va appeler ça comme ça, une communication de l'Assemblée nationale par les trichements de son rapporteur, qui est revenu à la charge pour tenter d'éclairer l'opinion tant soit peu après les différentes interventions de certains élus nationaux dans le média pour comme quoi c'était de leurs droits. Lui, il est revenu pour nous dire que c'était un crédit, que le bureau de l'Assemblée nationale s'était engagé avec une firme de la place, une firme dont il n'a pas pu donner les noms. Juste pour vous relancer, il parle de la firme, on parle bien ici de monsieur Joseph Lembi, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il n'a pratiquement presque pas cité même la banque. Pourquoi? Dans une affaire si publique comme ça, entretenir le flou, qu'est-ce qui se cacherait derrière? Bon, c'est ce qui est triste, parce que lui, il appelle ça communiqué de presse. Un communiqué de presse qu'il a lui-même lu, et lors de sa lecture, nous n'avons pas pu apprendre, comme d'ailleurs l'attendait beaucoup de Congolais, les noms de la firme avec laquelle
le bureau de l'Assemblée nationale a pris contact jusqu'à signer un contrat de livraison de véhicules, des engins en termes de crédit. Cela n'a pas été clairement mentionné. On ne nous a pas dit l'argent dont on a acheté les véhicules proviendrait d'où. On nous dit voilà, on va prendre ça dans le salaire des députés. Et tout ça, bon, écoutez, la communication de l'Assemblée nationale par le trichement de son rapporteur, M. Lembi, je crois, n'a pas convaincu l'opinion, à mon humble avis. Parce que dans ce contexte de crise, de polémiques, vous ne pouvez pas venir communiquer sur base d'un vide. Vous ne pouvez pas venir communiquer et laisser planer encore le doute. Lorsque vous organisez une communication au niveau institutionnel et que vous la rendez publique, c'est avec la ferme intention de mettre fin à la polémique, de mettre fin aux rumeurs, d'éclairer les lanternes de nos populations par rapport au flou qui entoure cette affaire. Mais après le communiqué de presse, que je considère comme une communication officielle du rapporteur, est-ce qu'on a réussi... C'est quand même la bouche du bureau, oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Je ne refuse pas qu'il soit la bouche autorisée. Il est la bouche autorisée, mais après que cette bouche autorisée ait pris position par rapport à la polémique sur l'affaire des Jeeps, est-ce qu'on a éclairé l'opinion? Est-ce que l'opinion a l'information totale par rapport à l'affaire des Jeeps? Est-ce que l'opinion sait avec quelle firme, avec quelle société, avec quelle banque l'Assemblée nationale, par les trichements de son bureau, a eu un prêt avec lequel il a acheté des véhicules pour les élus? Cette évaluation me permet de dire que l'opinion à ce jour n'est pas éclairée. Nous n'avons pas pu obtenir les informations qui puissent mettre fin à la polémique et, à mon humble avis, c'est une communication ratée encore une fois. Ceci relance la problématique autour de est-ce qu'il y a réellement des experts en communication au niveau des institutions de la République. Hier, on abordait la question avec le confrère, le co-débatteur Louis-France Kouzikissa, où nous y étions largement revenus, où nous avons remis même à cause de la communication au niveau de la présidence, mais nous avons comme l'impression que cette histoire est en train de s'étendre au niveau des institutions. Vous regardez la légèreté avec laquelle ce rapporteur est venu apporter un démenti à une affaire qui fait polémique, à une affaire qui fait parler, à une affaire qui choque. Il y prend ça, il y rend avec beaucoup de comédie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Ça ressemble pas à l'image qu'on attendrait de cette Assemblée nationale. Je suis tout simplement désolé de voir ça et j'étais déçu, comme d'ailleurs beaucoup de Congolais. Je crois que cette histoire, cette communication du bureau n'a pas pu éclairer, mais la communication n'a fait que relancer la polémique qui va encore continuer d'effrayer la chronique. Merci, ça défraye la chronique. François Lokola. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Joseph Lembi, s'est pratiquement contredit avec son président Mbosso. Le président Mbosso, dans son audio, qui a fuité d'ailleurs, il a confirmé que c'est le président de la République qui faisait un don aux députés, aux élus nationaux. Il a même ironisé avec beaucoup d'humour d'ailleurs, qu'on devrait normalement donner seulement à ceux de l'Union sacrée, mais par la grandeur d'âme du président de la République, il a élargi les champs jusqu'à aller atteindre même ceux de la Mouka et tous les bords. Donc donner à tous les élus, les 500 députés, 500 dupes. Alors, il est important pour nous de savoir, est-ce que cette communication que veut apporter les rapporteurs de l'Assemblée nationale ne contredit pas les propos de Mbosso, qui jusqu'ici n'est pas démenti? Merci beaucoup, M. Nonon. Moi, en tant que spécialiste en communication, je suis enseignant en communication. Je relève ici, dans notre pays, un problème de la communication institutionnelle. Nos institutions ont ces problèmes-là parce que si vous regardez très bien, même la manière dont il a lu les communiqués, un communiqué de presse ne se lit pas par l'émetteur ou bien celui qui l'a écrit. Un communiqué de presse, lorsqu'une institution rédige, on envoie ça aux différentes rédactions de médias pour que le journaliste en fasse le relais.
naturellement, un communiqué de presse ne se lit pas par le metteur. C'est un document qu'on envoie aux différentes rédactions. Pour les cas ici, les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Ça, il faut préciser. Ça, c'est un défaut. Mais aussi, il faut voir ce qu'on appelle la systémique. Lorsque nous parlons de la systémique, on suppose que au niveau de nos institutions, il y a ce qu'on appelle l'organigramme. Lorsqu'il y a une communication importante qui concerne l'Assemblée nationale, il y a un chargé de communication qui est le rapporteur. C'est lui réellement qui devrait écrire le communiqué ou bien faire ce point de presse. Ce qu'il a fait là, c'est une communication et non, il ne pouvait pas lire le communiqué. S'il pouvait faire la communication, c'était bien. Mais quand il dit communiqué de presse, c'est autre chose. Revenons dans le fond. Je reviens dans le fond. Je vous relance justement. Oui, je reviens dans les fonds. Ça, ce sont des aspects scientifiques que j'ai relevés. Important. Merci beaucoup. Quand vous parlez de sanctions JIP, normalement, chaque député pourrait avoir le moyen de locomotion pour se déplacer. Mais la communication de monsieur le rapporteur... Mais pourquoi ça dérange alors? Si les députés ont droit d'avoir des moyens de locomotion, comme vous l'affirmez, ça ne dérange personne. Si on doit donner... Ça ne dérange personne. Mais ce qui dérange maintenant, c'est la communication qui a maintenant suivi ce 500 JIP. Dans le premier temps, ce qui a fait scandale, c'est quoi? Lorsque les gens ont suivi par la bouche du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, que c'est le don du président de la République. Voilà ce qui a fait scandale. Alors peut-être, ça peut ne pas être un don, mais ça ne pouvait pas sortir. Mais pour les députés eux-mêmes, selon ces communiqués dont on vient de parler tout à l'heure, pour les députés, c'est un crédit. Ça peut aussi être un crédit. Moi, personnellement, si l'entreprise qui m'engage veut que je prenne un crédit, il faut qu'il demande mon avis. Avant, parce que c'est l'argent des députés qui sera retranché. C'est son salaire. C'est sur son salaire. Est-ce qu'il y a eu une réunion à laquelle tous les députés ont souscrit pour dire non, monsieur le président, si vous pouvez nous faciliter dans une banque de la place pour nous donner les JIP? Je ne sais pas. Mais si cela est le cas, tant mieux que les députés aient leur voiture, aient leur véhicule. Mais ce que nous déplorons ici, la manière de nous dire, la manière de communiquer lorsqu'il y a un événement scandaleux. Je ne dis pas que ce n'est pas la première fois, mais nous avons beaucoup plus de priorités dans notre pays, et lorsque les gens se rendent compte que ce que nous avons envoyé pour nous représenter, pour parler au nom de la population, se permettent de prendre d'abord leurs problèmes en main, au lieu de prendre cet argent, parce que je sais que le montant qui a été alloué à l'achat de ce Jeep, quand même, c'est un montant exorbitant. Je ne dis pas que c'est quelque chose de 1000, mais c'est au-delà des millions. Donc, lorsque les gens se rendent compte que ce que nous avions envoyé prennent d'abord leurs problèmes en main avant de s'occuper des problèmes qui pourraient permettre la résolution générale de nos situations, c'est quand même quelque chose qu'il faut déplorer. Donc, je remets ici en cause la manière de communiquer de nos institutions. Patrick Lokala, je reviens à vous, toujours à la même thématique. En 2006, il y a eu des dotations de Nissan Patrol. En 2011, il y a eu des dotations de Prado TXL. Les rapporteurs l'ont souligné. Et si, à la mandature de Félix Tshisekedi, il dote aussi les élus nationaux des JIP, je ne trouve pas les problèmes à ça. Non, mais écoutez, le problème ici, il y a un aspect social de ce régime et il y a un aspect historique auquel fait allusion ce rapporteur qui a totalement raté sa communication. D'abord, je voudrais ici relever
et renchérir ce que disaient les co-débatteurs d'en face, François Lokola, par rapport à la communication institutionnelle. Vous trouvez qu'il y a eu d'un côté un président du bureau de l'Assemblée nationale qui a fait une communication pour dire aux députés que voilà, le président de la République a concrétisé sa promesse de vous doter des jeeps. Ce qui, en premier lieu, contredit ce que vous me dites ici, que pendant la première législature, on a donné des jeeps. La deuxième, aujourd'hui, on est à la troisième, ce n'est que normal que l'on puisse donner. D'abord, Mbosso vous contredit lorsqu'il dit que c'est un don du président de la République. Et j'ajoute il contredit en même temps son propre rapporteur. Oui, non, mais d'abord, avant que les rapporteurs ne parlent, ceci n'était venu que pour étayer la thèse de ces élus, je ne le cite pas nommément ici, qui ont dit à l'époque qu'on leur avait promis des jeeps après avoir mis de côté la majorité FCC Cash. Ce que nous avons décrit à l'époque, c'était de la corruption. Quelques jours après, comme ça faisait polémique, je ne sais, ils ont reçu les blâmes de je ne sais qui. Voilà un rapporteur qui vient à son tour contredire son président. Ça fait deux déclarations différentes qui sortent d'une même institution, d'un même bureau. Déjà, au niveau du bureau, il y a un problème. Où étaient les rapporteurs qui nous a fait cette communication pendant que Mbosso Nkodia faisait sa communication pour nous dire, voilà, le président a fait un don aux élus du peuple. C'est cela le problème. Il était où? Je présume qu'il était dans la salle. Mais maintenant, il lui revient. Pourquoi n'avait-il pas dit à la population que Mbosso Nkodia a menti? Parce que les audios existent. La voix de Mbosso est là. Tout le monde dit que c'est Mbosso. Mais encore qu'il faut authentifier cet audio. Non, mais le problème c'est que il préfère s'apprendre aux gens qui font des réactions contre le don du président de la République. Il s'apprend aux gens. Pourquoi ça fait polémique? On a donné à ça, on a donné à ça. Et nous, quand on donne, pourquoi ça fait polémique? Oui, ça fait polémique parce que vous-même, vous nous avez dit que c'est le président qui a fait un don. Maintenant, entre Mbosso Nkodia, qui représente en quelque sorte le bureau de l'Assemblée nationale, et son rapporteur, qui en réalité sont subalternes sur le plan du pouvoir, sur le plan hiérarchique du pouvoir, de la verticalité du pouvoir, Mbosso est au-dessus du rapporteur. Maintenant, au niveau de la considération de la communication, quelle est la communication qui va passer à l'opinion? Celle de Mbosso, qui a dit que le président a réalisé sa promesse de don de jeep, ou celle de son rapporteur qui vient le contredire? Des contradictions qui discréditent l'image de toute une Assemblée nationale. Et voilà ce que nous disons. L'aspect social. Au cas où il s'était inscrit dans une logique normale, il n'y aurait pas toutes ces polémiques. Si l'Assemblée nationale s'était levée d'un bon matin, allait contracter un crédit auprès d'une banque pour acheter des véhicules aux députés, et les députés étaient d'accord, encore faudrait-il qu'on nous démontre que tous les élus étaient d'accord sur le fait qu'ils avaient besoin d'avoir des jeeps à crédit. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le besoin d'avoir des jeeps. Je suis convaincu que si on avait demandé aux élus du peuple... Mais il y a un silence radio, hein. À Non, mais part attendez. ceux qui se donnent le luxe de pouvoir défendre Non, mais là- les cas, si Non. cela vient du président Non, de la non, République non. ou C'est encore que le nous crédit posons- des propres députés. Les silences des élus ne nous empêchent pas de réfléchir. C'est pourquoi nous réfléchissons à haute voix pour dire que si on avait demandé à ces députés de leur donner des jeeps à crédit, je suis convaincu que tous les 500 députés, peut-être la moitié, ceux qui sont de l'Union sacrée, seraient d'accord. Et la partie qui est fidèle à Kabila ne l'aurait pas été. Mais on vient nous dire, voilà, on donne des crédits. Et lorsqu'on a décidé, on a décidé avec qui? Parce qu'avant, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans son propre gré. Et voilà des choses qui démontrent clairement que cette histoire n'a pas été préparée, mais que c'est un don du président. Pourquoi ça fait mal? Au cas où, pour finir cette analyse, au cas où ils s'inscrivaient, ils ne se sont pas déjà inscrits dans cette logique de dotation des véhicules à crédit. Ils ne se sont pas inscrits parce que c'était un don du chef de l'État. Mais au cas où ils se seraient inscrits dans cette logique, et qu'on arrive à donner des jeeps aux députés nationaux, est-ce qu'on a pensé
à l'aspect social du régime. Parce que ce régime prône le peuple d'abord. Dans le peuple d'abord, c'est un pouvoir qui aurait dû, en principe, mettre l'homme au centre. Mettre l'homme au centre de tout, c'est s'occuper de sa vie sociale. Est-ce qu'il était temps opportun, au regard des priorités que nous avons, de donner de mobilité à crédit aux députés nationaux à hauteur de 52 000 ou 55 000 dollars par Jeep? C'est ça la grande question. Et lorsque les gens mettent cette question sur la table, ils se disent, voilà, ces élus n'ont pas les soucis du peuple. Ces élus ne travaillent pas pour le peuple. Parce que s'ils travaillaient pour le peuple, merci, dans leur salaire qui est déjà assez, pendant qu'ils font rien, merci Patrick. Chacun d'entre eux serait à mesure de s'acheter un véhicule de 6 000 dollars, de 10 000 dollars. Et ça ne poserait aucun problème. Pourquoi doit-on passer du temps à aller prendre des jeeps, à aller bénéficier des jeeps de la part du président de la République alors que le peuple est en train de souffrir? C'est cet aspect qui fait que le peuple est en train de souffrir. On retient bien. François Lokola, oui. Au-delà de votre qualité casquette d'analyste politique, mais aussi vous êtes doublé d'enseignants, parce que vous enseignez. Merci beaucoup. Nous pouvons analyser alors ces dossiers un peu de façon scientifique, surtout liés à la communication de l'Assemblée nationale. Lee Tayer, c'est l'un des communicologues qui a beaucoup écrit. Il a même écrit sur une théorie, la co-création du message. Merci. Il dit, dans sa théorie, que si vous voulez communiquer, il faut tenir compte d'abord du récepteur. Il devient de facto le co-créateur du message. Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau interne de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampoanga et son rapporteur Joseph Lembi, ils n'ont pas tenu compte que quand, en venant faire cette communication, cela viendra contredire la première qui avait déjà fuité? Merci beaucoup, M. Nonon. Il y a ce qu'on appelle la communication interne. Lorsque nos amis qui font la communication des organisations dans les différentes universités de la place, il y a ce qu'on appelle la communication interne. Et la communication interne pourrait être la conséquence de la communication externe d'une institution. Si vous regardez bien, la communication qu'a faite le rapporteur de l'Assemblée nationale hier a une connotation d'une communication de crise. D'abord, au niveau interne, parce que il y a le président de l'Assemblée nationale, sa haute hiérarchie, qui a déjà fait une communication que je peux dire ici, une communication ratée. Parce que lorsqu'il affirme devant le monde entier que c'est un don du président de la République, au contraire, c'est le mot qui a quand même fait le tollé sur la toile à travers le monde, parce que le président de la République ne pouvait pas faire un don à des députés comme ça, au regard des priorités dont il est appelé à réaliser au niveau du pays. Donc ça c'est une erreur de la part de la cellule de communication du président de l'Assemblée, mais aussi il y a aussi un problème entre celui qui a la priorité pour communiquer au nom de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a une communication qui concerne l'Assemblée de l'Assemblée nationale, c'est le rapporteur de l'Assemblée nationale qui est censé communiquer. Ce n'est pas le président. Le président est là pour donner des grandes orientations sur les différentes stratégies de communication. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez le rapporteur qui, dans sa communication, a rappelé qu'il y a certains députés qui ont connu des accidents. C'est ce qui a poussé le bureau de l'Assemblée nationale à acheter pour eux des jeeps. Mais il a fait ce qu'on appelle une communication globale. Est-ce que ça, ce n'est pas se moquer des Congolais? Parce que nous aussi, nous prenons de l'eau tous les jours ici. Nous sommes sacrifiés. Maintenant, c'est aux députés la priorité. Plus grave encore, dans sa communication, il n'a pas donné même un petit nom d'un député qui a connu. Par exemple, parce que ça, c'est pour éclaircir l'opinion sur une question qui brûle sur la toile. Donc, il ne pouvait pas omettre les noms de certains députés qui ont connu des accidents suite à cela. Ça c'est encore un élément de taille à inscrire. Je vous ai rappelé ici que
D'abord, ce qu'il a fait, ça ne pouvait pas se faire ainsi. Lorsqu'il dit c'était un communiqué de presse, je vous ai donné le schéma sur lequel il devrait s'appuyer pour 10 secondes, vous chutez. Pour faire la lecture de son communiqué de presse. Ce que je trouve ici, dans cette affaire, est que le député, au regard, je relève un aspect important, si c'est un crédit qu'on donne aux députés, si vous prenez le prix de ces Jeeps, si par exemple, prenons un exemple où une Jeep, ça a $50 000, et les temps qui restent pour les députés, parce qu'en 2023, nous avons les élections, si vous prenez le prix, au contraire, on ne sait pas combien un député est payé. Rembourserait par mois. Rembourserait par mois pour atteindre le montant avant la fin de l'échéance législative actuelle. Si vous prenez cet aspect des choses, il y a quand même quelque chose qui cloche. Il y a de quoi reprocher. Voilà. Merci il y a François. De quoi reprocher parce que les députés doivent quand même vivre. Vous ne pouvez pas prendre le salaire entier d'un député pour couper afin qu'il puisse payer la Jeep. Ça, c'est un élément de taille que les gens doivent... Parce qu'il nous reste moins de 15 mois. Merci. Pour que la législature actuelle prenne fin. Donc, il faut que tous ces éléments soient réunis pour faire réfléchir l'opinion et que l'Assemblée nationale doit d'abord beaucoup plus nous donner. Moi, personnellement, j'ai besoin des explications parce que ma voix est parmi les éléments. Vous avez lu. Merci beaucoup. On vous retient par ces mots-là, monsieur François Lokola. Pertinente analyse. Hein. Merci. Nous ne pouvons que le faire pour éclaircir l'opinion. Pour les besoins du peuple. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était pour le public. Alors, il est important pour nous de retenir que la gestion de la res publique s'est faite avec beaucoup de responsabilités. On n'est pas contre que les députés nationaux puissent bénéficier d'une dotation de DUP, mais cela doit se faire dans les normes, dans les règles de l'art. Parce que l'opinion ne sait pas comprendre, est-ce c'était un crédit, est-ce c'était un don, on est pratiquement perdu. Nous passons à notre deuxième thématique, telle qu'annoncée au début de notre émission. La loi Lutundula. Christopher Lutundula, à l'époque, élu national, parce qu'aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Il a initié une loi sur la réforme de la CENI. Selon lui, il disait qu'il fallait beaucoup plus rendre à la CENI son indépendance, mais aussi sa neutralité, pourquoi pas son impartialité. Mais aujourd'hui, cette loi est passée déjà au niveau des deux chambres, mais la contestation toujours s'ensuit. On ne sait pas trop. Hier, il y a même eu des jeunes de la Mouka qui sont allés déposer un mémo auprès du secrétaire de la CENCO pour dénoncer cette loi, qu'elle sera porteur cette fois-là des jeunes du désordre ou encore du chaos, même des hold-up électoraux pour 2023. Je reviens à vous, monsieur Lokola, même si vous ne voulez pas qu'on vous traite de monsieur, nous qui avons été de l'autre côté, dans l'Hexagone, on aime bien traiter monsieur, ça ne dérange pas. Alors, François Lokola, si la loi Lutundula fâche, c'est bon. Je parle de François Lokola, en même temps je demande à monsieur... Patrick Lokola. Donc c'est un désordre pratiquement. Patrick Lokola, je disais ceci, la loi Lutundula fâche, mais cette loi, je ne trouve pas pourquoi cette loi devrait déranger l'opposition. Est-ce simplement parce que le réforme de Fayoulou tel qu'ils avaient initié n'ont pas été prises en compte par les élus nationaux, que ces derniers cherchent de toutes les voies pour empêcher cette loi enfin de ne pas passer? Merci beaucoup, Nonon Kourou. J'insiste, si tu m'appelles Patrick Lokola, ça me dérange pas parce que monsieur vous pose des problèmes, ça risque de plonger dans la confusion. Et surtout que vos noms sont presque paronymes. Lokola, c'est compliqué. Très souvent, la RDC connaît toujours un débat autour du processus électoral, la loi électorale, la loi organique, tout l'arsenal qui tourne autour de l'organisation des élections en RDC. En 2006, nous avons eu toujours de tels débats, de polémiques, de discussions. Et puis voilà, on est passé, nous connaissons les résultats. 2011, on a eu de grosses polémiques, encore une fois, des grands débats, des grandes discussions sur les lois électorales ou tout ce qui tourne autour de l'arsenal juridique par rapport à
à l'élection en RDC. Même chose pendant la préélection, passez-moi l'expression, de 2018. Il y a eu beaucoup de marches. On a même perdu certains de nos compatriotes toujours pour revendiquer qu'on ait un fichier clair et qui puisse ne pas constituer le germe de conflit. On est allé aux élections, nous connaissons le résultat. Et voilà, qu'on revient sur la même chose, les débats autour de la loi. Lutundula a proposé sa loi qui consistait à donner beaucoup plus d'indépendance à la CENI à travers les personnels qui travaillent pour que nous ayons des élections. Mais moi, j'ai toujours posé un problème. C'est lié à la moralité des hommes qui prennent part à la gestion de la centrale électorale, pour ne pas parler de la commission électorale nationale indépendante. Il y a d'un côté les lois qui doivent être examinées, adaptées au contexte de notre pays, et de l'autre côté la moralisation des acteurs qui prennent part. Pour ce qui concerne la loi électorale ou tous les instruments juridiques qui concourent pour la tenue des élections, il y a un problème. Le problème, je crois qu'il n'est pas réellement posé. Est-ce que la CENI sera vraiment indépendante avec la composition que nous avons? D'un côté, il y a l'opposition, de l'autre côté, il y a la majorité, et ainsi que la société civile qui propose de nous. Est-ce que la CENI sera réellement indépendante avec des acteurs politiques qui viennent participer? Il y a un principe selon lequel on dit, voilà, lorsque vous êtes délégué au niveau de la CENI, vous vous débarrassez de la casquette politique, vous ne dépendez plus de la politique, mais nous savons les devoirs de loyauté, la redevabilité. Lorsqu'on vous délègue de la part d'un parti politique, vous aurez toujours tendance à rendre des comptes et à travailler au nom de ce parti politique. Ce qui détruit ou ce qui met en mal l'indépendance. Vous êtes d'accord avec Martin Fayoulou qui veut à ce que l'on donne toute la gestion de la CENI entre les mains de la société civile et que cela soit rotatif. À partir du moment où Martin Fayoulou a fait une proposition allant dans ce sens, la proposition ne lui appartient plus. La proposition est soumise au débat. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Je crois, à mon humble avis, qu'il y a lieu de dépolitiser totalement la CENI. Et après la dépolitisation de la CENI, il va falloir procéder à la moralisation des acteurs de la société civile qui viendront cette fois-là pour gérer la CENI. Parce qu'il se pose aussi un problème dans ce microcosme de la société civile. Il y a une société civile proche du pouvoir, il y a une société civile proche de l'opposition, et il y a une société civile de l'Église que nous appelons les confessions religieuses. Et il se pose déjà un problème d'hommes d'intégrité au sein de cette même société civile. Vouloir donner tout le pouvoir à la société civile sans pourtant penser à la moralisation de ces acteurs, on va faire fausse route. Et en dehors de cela, c'est ce qui me permet de dire que même si nous avons les meilleures lois du monde, même si nous avons tout ce qu'il faut pour obtenir de bonnes élections, même si on adopte textuellement la proposition de Lutundula sans passer par la moralisation des acteurs qui vont gérer la CENI demain, on va toujours aboutir au même résultat. François Lokola, est-il possible de penser la dépolitisation de la CENI du moment où on sait qu'on doit passer par les politiques qui sont les députés nationaux, par les sénateurs qui sont également les politiques, et qui vont élaborer cette loi et qui vont faire passer cette loi? Vous croyez vraiment qu'on peut faire sans eux? Merci beaucoup, M. Nonon. Je pense que notre pays est parmi les rares pays où la question de la loi électorale revient à tout moment lorsque nous sommes vers une échéance électorale. Cette question a déjà été dans d'autres cieux, cette question ne se parle plus. Parce qu'il y a des principes qui ont été déjà élaborés depuis la nuit des temps. Si vous me demandez qu'on dépolitilise la CENI, je pense qu'il y a en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle les acteurs politiques. Il y en a deux.
il y a le parti politique et la société civile. Le parti politique sont là pour conquérir le pouvoir. La société civile dans son ensemble, et là je prends les religions, les ONG, le reste, sont là pour faire pression aux dirigeants du pays, afin que ceux-ci répondent valablement aux besoins de la population. Maintenant, comment on peut dépolitiser la CENI? La CENI, c'est l'organe qui est habilité à organiser les élections. Dans d'autres cieux, notamment en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et il n'y a pas de... Vous n'allez pas comprendre qu'il y a assez de contestations. Non, on a triché, c'est parce que c'est le ministre. Non, ça c'est le ministère, c'est bien connu. C'est ici où vous avez la Constitution de 2006 a mis en place un organe indépendant pour organiser les élections. Les acteurs interviennent, les acteurs politiques interviennent dans le fonctionnement de cet organe, c'est pour peut-être amener un certain nombre, quelques questions techniques auprès de l'organe, afin que celui-ci... Est-ce qu'il est possible, je reformule ma question, est-ce qu'il est possible, au regard du est-ce qu'il est possible d'envisager, au regard du contexte, dépolitiser la CENI avec les politiques qui sont censés élaborer cette loi? Au regard du contexte actuel, au regard de la loi actuelle telle que votée par l'Assemblée nationale, c'est impossible, parce que si vous regardez la composition de ce bureau, vous avez le président de la CENI qui vient de la société civile et les autres membres qui représentent les forces politiques, les différentes forces politiques en présence, afin que ceci puisse amener un certain nombre d'éléments techniques pour permettre l'organisation des élections. Si on veut dépolitiser la CENI, on doit d'abord commencer à changer la loi. Et mais qui va changer la loi? Qui va changer la loi? Au regard, si ce n'est pas les mêmes politiques dont vous réquisez. Au regard du timing actuel, si on revient encore au changement de la loi, je pense que ça pourra avoir une conséquence qui n'est rien autre que le glissement en 2023. Donc, la démarche de M. Fayoulou, le candidat en 2028, semble être un peu une démarche très... le candidat 2018, sa démarche actuelle semble être un peu très délicate, qui pourrait, je ne dis pas que ça pourrait être ce n'est pas parce que lui il est dans l'opposition, il se sent bien. Est-ce que s'il était au pouvoir, vous croyez vraiment que Fayoulou allait militer pour la dépolitisation de la loi de la CENI? Bon, je n'ai jamais... je ne sais pas, je ne veux pas dire à sa place ce qu'il pourrait faire lorsqu'il serait au pouvoir. Mais moi, je dis ici que la situation actuelle est la conséquence de la loi qui est votée par l'Assemblée nationale. Donc, dépolitiser aujourd'hui, chercher à dépolitiser, ça veut dire à éradiquer les politiques au bureau de l'Assemblée nationale, c'est aussi chercher un glissement pour 2023. Patrick Lokala, est-il possible d'envisager les élections de 2023, les élections apaisées, je précise, et impartiales, avec cette loi telle que votée au niveau du Parlement? Non, mais ce n'est pas moi qui dois le dire. Vous n'avez qu'à voir les climats qu'il y a au pays. Je voudrais dire à François Lokola qu'il ne s'agit pas du bureau de l'Assemblée. On n'a pas demandé de dépolitiser le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de la CENI, excusez-moi. On a plutôt, je vois que mon co-débatteur se sent un peu fatigué. C'est juste une provocation. Ça arrive. On a tout simplement demandé la dépolitisation de la CENI. Est-il possible d'avoir des scrutins apaisés avec tout ce que nous voyons en prélude de ces élections qui probablement seront tenues ou repoussées? Ce n'est pas moi qui dois le dire, étais-je en train de le mentionner ici. Vous n'avez qu'à voir après juste l'examen de cette loi ou soit son adoption par l'Assemblée nationale, il y a déjà de la contestation sur terrain, non seulement du côté des politiques,
il y a un bon nombre d'acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui pensent que on est parti au-delà, on a déjoué un tout petit peu la proposition initiale de l'honorable Christophe Lutundula Apalapena Pala, qui aujourd'hui se trouve au niveau de la vice-primature des affaires étrangères. Et non seulement que ce sont ces acteurs politiques qui les dénoncent, mais aussi la société civile à travers la structure qu'on appelle les confessions religieuses, avec la sortie médiatique de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ceci donne déjà des indices de ce que sera le résultat de 2023 au cas où il y aurait élection. Ça veut dire quoi? Si nous partons sur ces bases, ça veut dire tout simplement qu'après les élections de 2023, il y aura toujours de la contestation. Et c'est la contestation peut-être qui irait au-delà de ce que nous avons toujours remarqué dans ce pays. L'objectif ici, parce que nous sommes dans un processus qui doit avancer. Et lorsque nous sommes dans un processus qui doit avancer, nous ne voulons pas organiser des élections dans ces pays à la manière des États-Unis ou de la France, avoir des élections qui ont de moins en moins de contestations. Mais l'objectif est que après chaque cycle électoral, que nous nous améliorions, que nous soyons en mesure de nous améliorer progressivement. Mais il ne faudrait pas que nous fassions toujours les mêmes erreurs. Le processus de 2006 est semblable à celui de 2011, celui de 2011 est semblable à celui de 2018, et celui de 2018 risquerait d'être semblable à celui de 2023 dans la mesure où on voit déjà les jalons qui étaient posés avant. Et dans ce contexte, nous pouvons dire qu'il y a lieu de confirmer ou de l'affirmer que si nous partons sur ces bases, il n'y aura aucun doute sur le fait que après la proclamation des résultats, il y aura de contestation. Est-ce que parce que j'ai suivi le co-débatteur François Lokola y revenir sur la possibilité de l'application de la dépolitisation de la CENI. Pour lui, c'est un schéma impossible, c'est un schéma intenable. Et il est allé même plus loin pour dire, si nous le faisons maintenant, on donnerait la voie au glissement. Non, on ne donnerait pas la voie au glissement. Ceux qui ont proposé cette loi de la dépolitisation de la CENI ont demandé tout simplement un large consensus. Ils ont demandé en quelque sorte un dialogue autour de réformes. Les réformes qui porteront également sur les lois qui organisent la CENI. Il y a lieu de le faire si et seulement si il y a la volonté politique. Vous ne pouvez pas aller dans un processus qui va produire la contestation sous prétexte que nous n'avons plus le temps. Le temps n'est pas notre allié. Si nous le faisons, nous irons au glissement. Non. Ce n'est pas une raison d'éviter de parler avec tout le monde, d'aborder la question avec tout le monde pour trouver un consensus afin que ce consensus nous permette d'organiser les élections avec une loi qui met d'abord tout le monde d'accord, et lorsque la loi met tout le monde d'accord, je crois qu'avec la volonté des participants, il y a lieu d'avoir un scrutin apaisé. Mais lorsque vous partez, parce que vous voulez brûler les étapes, vous voulez aller plus vite aux élections avec des gens qui contestent déjà le processus, des gens qui contestent déjà la loi électorale. Comment voulez-vous obtenir des scrutins apaisés, des scrutins qui ne produiront pas des échauffourées, des scrutins qui ne produiront pas de controverses? On risque de faire fausse route. Je crois qu'il est temps, si la volonté politique il y est, je crois qu'il y a lieu de se mettre, de trouver un consensus et y aller dans un scrutin plus ou moins apaisé qui sera différent de ce que nous avons organisé par le passé. Plus ou moins apaisé, ça c'est très bien pour aboutir aux bonnes élections qui ne va pas causer les effusions de sang. Monsieur François Lokola, merci d'avoir participé pour la première fois à Libre Opinion. Apparemment, je n'ai pas eu le temps de conclure. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin malheureusement. Merci. J'ai dit merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, surtout derrière les caméras, Andrea, Eder, Joël et Glody, et au niveau de la régie, Montréal. Merci pour le travail des titans. Alors, à vous, chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube CML TV. Pour l'instant, restez branchés sur nos programmes. Au revoir et à demain à 12h.